Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous ce soir, au Falstaff, devant une assistance choisie, Xavier Louis et Hugues Maillot. Xavier Louis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, vous avez tort. Il mérite d'être connu, puisque tout jeune, il a débuté au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. C'est dire que sa filiation est gaulliste et il lui est resté fidèle. Il a travaillé, il a occupé des postes importants à la sécurité routière, à la sécurité civile. Il a joué un grand rôle, un très grand rôle, un rôle prééminent dans l'organisation du Tour de France cycliste, dont il a été le président, et puis il est l'auteur d'un livre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Hugues Maillot, nous le connaissons, Xavier Louis aussi, on connaît bien de vous la France, après tout. Et Hugues Maillot, que vous connaissez, est venu tout spécialement de La Réunion, une fois de plus, et on le remercie de l'effort qu'il fait, du dynamisme qui est le sien, de son militantisme. On le remercie d'être parmi nous. Et donc, le sujet, vous le savez, c'est cette France qui est plus grande que la France sur mer. C'est-à-dire que notre pays se trouve être le possesseur du premier domaine maritime de la planète, et c'est quelque chose dont il semble que, en France, en tout cas, en France métropolitaine, que dans les gouvernements, on n'ait pas toujours conscience, alors que l'océan, avec ses richesses, ses ressources, ses débouchés, est un enjeu stratégique, économique, financier, politique, militaire éventuellement, mais ce ne sera pas notre sujet, je crois. Si. Et ce sera notre sujet aussi, c'est une partie du sujet. Et la France sur mer, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de mal connu, que grâce à nos deux conférenciers, nous allons mieux connaître ce soir. J'attaque. Oui. À l'attaque. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous raconter pourquoi vous avez compris mon parcours, qu'il n'y avait aucune raison de faire que je m'intéresse à la mer. On s'est occupé du Tour de France, de politique, de tourisme plutôt en métropole. Je n'étais pas concerné par la mer. Là, c'est le Tour de France qui m'a amené à m'intéresser au problème de la mer et à la dimension maritime de notre pays. En effet, quand je venais de rentrer au Tour de France, je me suis surtout occupé de la mondialisation du Tour, et dans le cadre de cette mondialisation, on avait lancé un Tour of America, dont l'objectif en fait, c'était d'une part de servir les desseins de la mondialisation du cyclisme, c'était aussi de faire la promotion de la thalassothérapie de Louison Bobet, en Floride. Ce qui a fait que j'ai découvert ce que c'était que les algues, à quoi ça servait, puis j'ai découvert à partir des algues, de notre savoir-faire dans ce domaine, qu'on avait d'abord de très nombreux savoir-faire dans le domaine maritime, qu'on avait un domaine maritime, alors là c'est mon côté gaulliste qui a pris le dessus, en me rendant compte que finalement la France c'était pas un petit pays, comme on le dit souvent, c'était le seul empire sur la planète. À partir de là, j'ai commencé à pondre des notes, ça se fait beaucoup en politique. La première devait dater de 1990 à l'attention d'un dénommé Alain Juppé, pour lui parler du défi océanique, laquelle note a été après reprise en 1995 lors de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Et j'ai été très ému quand, au Stade Coubertin, le candidat Chirac, qui allait devenir président, a ressorti pratiquement la note en disant « Je vais faire un ministère de la mer ». Vous connaissez Chirac. Il avait un petit peu oublié après 10 minutes ce qu'il avait dit. Il n'a quand même pas oublié de dire à Juppé de faire un secrétariat général de la mer, mais qui a accouché d'une souris, puisqu'on a le dénommé Didier Quentin, c'était un ami en plus. Et Juppé lui a dit « J'ai pas d'argent, tu t'occupes des ports et de la construction navale ». Donc le grand dessin maritime était un petit peu, si je puis dire, tombé à l'eau. Donc j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai continué à travailler sur le sujet, et on en revient toujours au vélo, pardon.
dans le cadre de l'amicale cycliste parlementaire que j'avais initié en 1992. J'ai rencontré de nombreux parlementaires. Et puis il m'arrivait, après nos réunions, on avait parlé vélo, de parler d'autres choses. Et c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'avais parlé au député du Tarn, Philippe Folliot, de ce sujet, le défi océanique et le grand projet pour la France. Et un jour, il revient vers moi, il me dit « Dis donc, tu veux toujours faire un bouquin sur la mer ?» Je dis « Oui. » Il dit « Est-ce qu'on peut l'écrire ensemble ?» Donc c'est ce qui a débouché sur France sur mer, un empire oublié, en 2009, on a la chance, soit un bouquin qui est devenu un peu le bouquin de référence, et on aura l'occasion de reparler effectivement du projet qui est dedans, qui est un projet politique pour le pays. Mais je vais commencer un petit peu par la fin, parce que assez récemment, comme j'ai retravaillé sur le sujet en 2013 et en 2014, j'ai découvert que je viens de vous expliquer, qui m'était venu au fond un peu accidentellement, via le vélo, qu'en fait c'était le projet politique, c'était l'héritage politique du général de Gaulle. Alors ça peut surprendre, parce qu'on n'a pas en tête, et vous n'avez probablement pas en tête, comme je n'avais pas en tête, de grandes déclarations, de grands projets du général en la matière. En fait, il se trouve que déjà, pour ceux qui connaissent un peu les œuvres du général de Gaulle, dans un de ses tout premiers bouquins, Vers l'armée de métier, en 1934, déjà, si vous le relisez, vous verrez que de Gaulle parle beaucoup du rôle de la mer. Mais c'est vrai que le militaire qu'il était à l'époque, la préoccupation était moins de renforcer les moyens maritimes et notre force navale que les blindés. Après, il a découvert, au moment où il était à Londres, l'importance de ces morceaux d'empire. Il a découvert aussi le rôle de la mer pour le commerce et pour l'acheminement des marchandises, des armes, etc., parce que c'était le problème pour les Anglais. Ce qu'il appelait le shipping de Gaulle. Ça l'a beaucoup marqué. On n'oublie pas non plus que son fils amiral, Philippe de Gaulle, son fils unique, lui parlait beaucoup, évidemment, des marins et de la mer. Et puis de Gaulle revient en 1958. Alors, la mer n'est pas la priorité quand il vient. Il décolonise, on va en parler. Il a des préoccupations hautes, c'est redonner à la France sa place dans le monde. C'est le projet nucléaire, civil et militaire. C'est le projet spatial. C'est tout ce qu'il fait au niveau également des télécommunications, de la recherche dans le domaine des transports aussi, tout le projet qui sera mis en œuvre par Georges Pompidou. Et c'est vrai aussi que on n'aurait pas bien compris que le général de Gaulle, en 1958, venant de décoloniser et de mettre fin à l'Empire, reparle immédiatement de notre empire maritime et de notre outre-mer, et de la France planétaire. Donc il a attendu 1966, la première fois où vraiment de Gaulle, président de la République, parle clairement de l'importance de la mer. Il le fait à Papeete, en Polynésie, et dans un discours assez remarquable où il explique en quoi c'est la chance pour la Polynésie, mais il parle, c'est la chance pour la France. La pêche, le tourisme aussi, enfin, il évoque tous les atouts pour un pays d'avoir un domaine maritime qu'on sait intelligemment exploiter. Plus important, il crée, début 67, le CNEXO, Centre national d'exploitation des océans. Il le crée sur le modèle, c'est pas neutre, du Commissariat à l'énergie atomique et du Centre national d'études spatiales. C'est-à-dire qu'il le place au même niveau. Et c'est d'autant plus important qu'il y nomme pas n'importe qui, quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que j'ai appris à connaître, il s'appelle Yves Laprérie, qui est un ancien des Forces françaises libres, marin dans l'âme, mais qui a passé plus de 10 années au Commissariat à l'énergie atomique. Et donc, c'est volontairement que de Gaulle nomme cet homme sûr et compétent
en lui disant « Maintenant, l'enjeu, le projet, c'est l'exploitation des océans ». Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'à partir de là, il va faire un certain nombre de discours, notamment à l'école militaire, sur le sujet. Et les 2 derniers discours du général de Gaulle ont lieu les 1er et 2 février 69, dans le cadre de la préparation du référendum, qu'il sait déjà à ce moment-là qu'il va probablement perdre. Et dans ces discours qui ont lieu à Brest et à Quimper, à Brest, il parle de Brest, capitale de l'océanographie. Il évoque la question, mais ce qui est le plus important, c'est ce que révèle et ce qu'a révélé Yves Laprérie dans un livre auquel on peut accéder, qui était la revue Espoir de la Fondation Charles de Gaulle, qui était l'Institut Charles de Gaulle à l'époque, et qui est paru en 1981. Donc c'est passé inaperçu pour tout dire. Je vous dis pas ce qui se passait en 81. Et puis c'est vrai, et de Gaulle le disait déjà à l'époque, le problème c'est que la mer c'est essentiel, mais ça n'intéresse pas les Français. Il en était conscient. Et donc il a, en marge de ces 2 discours, un très long aparté avec Yves Laprérie, et on peut dire qu'il communique son héritage politique ce jour-là à Yves Laprérie. Que Yves Laprérie a rapporté, que je vais rapporter dans un ouvrage en cours de finition sur mai 68. Je profite de l'occasion, si je puis dire, pour glisser cet héritage politique du général de Gaulle. Et de Gaulle dit en fait, en gros, tout va se passer au XXIe siècle en mer. Les États, les nations vont se battre pour des morceaux d'océan. Et il dit pourquoi ? Parce qu'il y a 4 grandes raisons qui fondent l'importance de la mer pour une nation. C'est d'abord le vecteur du commerce international. Il voyait juste, encore aujourd'hui, et probablement encore demain, 90% du commerce passe par la mer. On a la chance d'avoir des très grandes entreprises comme CMA, CGM, mais vous comprenez aussi qu'il faut donc contrôler les routes maritimes. Ça nous amène aussi à des aspects militaires. Parce que sinon, c'était le problème qu'il a vécu à Londres pendant la guerre, sinon vous avez un vrai risque d'être très vite sans rien, sans vivre, sans matériel, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. Tout passe par la mer. Deuxièmement, il l'avait dit, c'est le sanctuaire de notre force nucléaire. Et souvenez-vous que dans les années 60, c'est De Gaulle qui décide de transférer la bombe et nos moyens nucléaires des avions aux sous-marins. Et aujourd'hui, personne ne le discute. Et il explique pourquoi. Il dit parce que les sous-marins, ils peuvent être partout. Et puis on tire en dessous de l'eau. Enfin bref, c'est l'engin idéal pour, si on doit utiliser un jour la dissuasion, ou en tout cas pour être une force de dissuasion crédible. Ça, c'était le deuxième point. Et il dit, troisième point, c'est une source inépuisable de richesse. Donc il avait bien compris. Il s'était fait expliquer tout dans les entretiens avec Yves Laprérie, c'est très intéressant. Il dit, pose un tas de questions sur le CNECSO. Alors, source inépuisable de richesse, je vais prendre 2 exemples très simples. D'abord, en matière alimentaire. On a parlé des ressources halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui est pêche, etc. Et aujourd'hui, des fermes aquacoles. Je pense que tu pourras peut-être nous en parler, je pense à Mayotte, en la matière. Mais aussi à partir des algues. Les algues sont aujourd'hui déjà une bonne part de la nourriture de très nombreux pays, mais dans ce qu'on mange tous les jours, il y a des algues. Et donc, on est très avancé aussi. On a un centre d'études et de valorisation des algues en France, en Bretagne, qui est très, très en avant. J'ai parlé de la thalassothérapie tout à l'heure. Donc, l'algue, c'est nécessaire pour la nourriture, c'est nécessaire aussi pour la santé. On s'en sert aussi pour les carburants. Mais en matière d'énergie, la mer est une source inépuisable. Les gaz, il faudra qu'on parle des hydrates de méthane, le pétrole bien sûr, et la France est numéro 1 dans l'offshore,
dans toutes les techniques d'offshore. C'est aussi tout ce qui est métaux, et notamment métaux rares, à la fois dans ce qu'on appelle les encroûtements rocheux et les nodules polymétalliques. Et là aussi, c'est en Outre-mer que ça se passe. C'est dans nos territoires d'Outre-mer. Je pense à Wallis et Futuna, notamment. Donc De Gaulle avait vu ça, source inépuisable de richesse. Et il dit, dernier point, peut-être le plus important, la mer, c'est la sauvegarde de l'humanité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Sauvegarde de l'humanité, il y a d'abord un truc tout bête. On va manquer d'eau douce dans les années qui viennent. Or, heureusement, on sait aujourd'hui dessaler l'eau de mer. Qui sont les deux entreprises leaders mondiales? C'est les Français. C'est De Grey-Suez et c'est Veolia. Et aujourd'hui, il y a des énormes unités de dessalement à travers le monde. On n'est pas les seuls, mais on est les premiers. Et ça va évidemment se développer. C'est la sauvegarde. Avoir de l'eau douce, c'est la sauvegarde de l'humanité. L'autre sauvegarde de l'humanité, les océans, c'est que vous savez que c'est les océans qui récupèrent le CO2. Or, en poursuivant les études, grâce notamment à Ifremer qui a pris la suite du CNEXO dont j'ai parlé, on va améliorer probablement, et c'est la course contre la montre un peu, contre le réchauffement, se servir de ce que l'on connaît, de ce qu'on connaîtra mieux dans les années qui viennent, de l'absorption du CO2 par les océans, pour aussi sauvegarder tout simplement l'espèce humaine. Donc c'est génial de voir comment De Gaulle avait vu l'importance à la fois stratégique, mais pour l'avenir tout simplement de la planète, pas seulement de la France, des océans. Et il nous a légué vraiment ce message, et je crois que c'est important qu'on le dise aujourd'hui. Donc finalement, cette idée, ce projet de France sur mer est du rôle essentiel de la France. À la fois parce que nous sommes le pays qui avons le territoire le plus important en la matière, mais surtout parce que nous avons le pays qui a, dans la plupart des domaines concernés, les entreprises leaders mondiales, et même si on n'est pas les premiers partout, on est les seuls à savoir tout faire. Voilà. Donc je voulais vous communiquer ce message qui est important, parce que ça nous rend encore plus fiers d'être gaullistes, et de penser que le général avait quand même sacrément raison. Bien, et si j'ai bien compris, nous sommes au jour anniversaire, par une coïncidence que nous n'avons pas prévue. Nous sommes au jour anniversaire d'un de ces discours du général de Gaulle le 2 février. 2 février, Quimper. Donc une vision, un enjeu et un défi. Hugues Maillot, la France sur mer. D'abord, moi j'étais très heureux de découvrir l'ouvrage de Xavier Louis parce que ça signifiait que au plan national, ou du moins sur le sol métropolitain, sur le sol métropolitain, sur le continent, il y avait une prise de conscience. En tout cas, il y avait l'amorce, le début d'une prise de conscience. Et c'est vrai que c'est difficile de la faire monter, cette prise de conscience, parce que, et c'est un peu l'histoire de mon engagement politique, l'outre-mer intéresse peu les Français. Alors que quand on est outre-mer, quand on est à La Réunion notamment, et on s'aperçoit, et c'est vraiment le fondement de mon engagement, on s'aperçoit qu'à la fois l'outre-mer est un exemple, et à la fois l'outre-mer est un potentiel. Un exemple, c'est ce que disait le général de Gaulle quand il est venu en 1959, c'est un de ses premiers déplacements en tant que président de la République. Il est venu à La Réunion, il est venu nous dire « Vous êtes un exemple de ce que la France sait faire, même quand c'est loin ». Et il y a vraiment une nécessité, je crois, et notamment après avoir suivi les différentes conférences que vous avez organisées, de prendre conscience du fait que l'outre-mer en général, mais la Réunion en particulier, moi je vais parler en tant que Réunionnais, est un exemple de ce que la France sait faire, et d'abord de ce que la France incarne en matière de valeurs républicaines, et des valeurs qui font l'unité du pays. Et je pense que si on regardait davantage, si les Français de métropole regardaient davantage ce qui se passe sur mer, et ce qui se passe dans les Outre-mer, et ce qui se passe à La Réunion, on trouverait
des solutions aux maux qui rongent le pays aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur le sujet, mais je pense que c'est un point qui est important. La Réunion a réussi en 3 siècles, l'assimilation de 7 vagues migratoires. 7. Venues de 3 continents. Et elle fait coexister 5 religions, sans qu'aucune ne domine l'autre, sans qu'aucune communauté ne domine l'autre. Simplement, tout ça est permis parce que nous vivons sous le chapeau de la République, des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et à partir du moment où on respecte liberté, égalité, fraternité, on peut tous vivre ensemble dans le respect. Mais ce sont des équilibres qui sont fragiles. Parce qu'il y a une condition, de mon point de vue, pour que ça marche, c'est que ce qu'on concède, ce qu'on reçoit de la République est supérieur à ce qu'on lui concède. J'ai fait quelques déplacements à Mayotte. Les Mahorais ont beaucoup concédé à la République. On ne s'en rend pas bien compte. La première chose qu'ils ont concédé, c'est le droit coutumier, leur tradition. Parmi leurs traditions, il y a la polygamie. Vu de métropole, ça peut sembler normal, mais vu d'une culture qui est une culture d'abord, une culture africaine, une culture musulmane, renoncer à sa tradition pour adhérer aux valeurs de la République, adhérer à la loi de la République, ça veut dire qu'on a une vraie espérance. Et pour que... Pardon. Et pour que ce qu'on obtienne de la République soit supérieur à ce qu'on lui concède, mon expérience, ce que j'ai observé, c'est qu'il fallait que la société soit en mouvement. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait du progrès social. Et c'est le progrès social qui fonde le mouvement de la société à l'abri des valeurs de la République, qui fait, de mon point de vue, que l'assimilation est possible. Et si je transpose ce raisonnement à la société française, dans son ensemble, je pense qu'une de nos difficultés vient du fait que la société française, comme l'économie française, est plutôt en panne. Quand on se contente ou quand on se gargarise de faire 1,9% de croissance, ça veut dire qu'on a renoncé à la croissance en réalité. Et pour retrouver la croissance, il faut des projets. Et ce qui fait qu'une société réunionnaise qu'une société comme la société réunionnaise est en mouvement, ou une société comme la société mahoraise avec toutes les difficultés qu'elle a est en mouvement, ou que la société néo-calédonienne est en mouvement, c'est qu'elle a des projets. Et la France-sur-Mer, c'est un vrai projet pour le pays, et c'est un projet qui est capable de mettre le pays en mouvement. Et ça, c'est aussi le constat que je peux faire depuis la Réunion. La Réunion est au cœur de l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, vous avez 3 continents qui bordent cet océan, qui sont l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. Et ces trois zones géographiques ont vu leur poids dans les exportations mondiales doubler en l'espace d'une vingtaine d'années, passant de 15% des exportations mondiales à 36% des exportations mondiales. Et quand on dit ça, tout de suite on parle mer en fait. Parce qu'à partir du moment où vous dites exportation, vous dites transport. Et quand vous dites transport, vous dites transport maritime. Et donc là, vous avez besoin de points de débarquement, d'embarquement et de débarquement et de transbordement. Et l'économie de la mer, c'est très fortement, en grande partie, l'économie du transport maritime. Et là, nous avons là aussi, la Réunion comme Mayotte, sont des zones stratégiques parce qu'elles sont sur la route entre la Chine et l'Afrique.
Et le commerce entre la Chine et l'Afrique dans la perspective 2030 va doubler. Donc ça veut dire qu'il y a là la possibilité de capter des flux d'affaires, et ces flux d'affaires, on peut les capter à partir de nos territoires et de nos départements d'outre-mer. Donc il y a le transport, il y a l'aquaculture, parce qu'en réalité aujourd'hui on est face à un problème de ressources maritimes un peu généralisé, de ressources qui sont surexploitées. Donc le moyen de renouveler la ressource ou de l'augmenter, c'est l'aquaculture. Et là aussi, on dispose de suffisamment d'espace pour le faire. Il y a le tourisme. Le tourisme, c'est l'économie de la mer. Et dans nos départements et territoires d'outre-mer, et notamment dans l'océan Indien, on a la montagne réunionnaise qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sillaos. On a le lagon mahorais, on a le lagon calédonien, on a un potentiel extraordinaire sur le plan touristique qui est complètement sous-exploité. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Cour des comptes qui doit dater de 2 ou 3 ans. Il faut savoir que outre-mer, la part de l'économie dite maritime est entre... Alors les mieux placés, c'est la Polynésie avec 8%, 8 ou 9%, mais sinon les départements d'outre-mer, on est entre 1 et 2%, alors que la Corse est à 9%. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de progression dans ce domaine sur le plan économique qui est phénoménale. Donc, comment on transforme, comment on fait à partir de l'exemplarité de nos territoires et de nos départements d'outre-mer, à partir du potentiel qu'ils représentent, pour concrétiser un projet comme celui-là. Xavier Louis a donné une partie de la solution. Les techniques, les technologies, les grosses entreprises, les moyens, ils existent. Il faut à mon avis, deux choses en plus. Il faut d'abord que la prise de conscience qui est la tienne, qui n'est pas encore celle de beaucoup d'ultramarins, se développe. Et il faut, à travers cette prise de conscience, orienter des investissements très importants dans nos départements et territoires d'outre-mer. Et ça, on sait le faire. On a connu dans la période 99-2009 des flux d'investissement très importants de l'épargne métropolitaine vers l'outre-mer, parce qu'il y avait une politique incitative qui était mise en œuvre par Jacques Chirac, qui aimait l'outre-mer, qui savait ce qu'était le potentiel ultramarin. Et cette politique incitative a permis véritablement de développer l'activité outre-mer et de faire baisser le chômage, qui est un de nos fléaux sociaux. Tu veux parler au moment de Bernard Pons, c'était secrétaire C'est-à-dire d'État qu'il y a eu une Parce que Chirac, c'est vrai qu'il aimait l'outre-mer, il connaissait. Je pense quand même, comme tu évoques cette question, que l'homme politique, il faut lui reconnaître ça, qui a le mieux compris l'importance de la dimension ultramarine de la France, c'est Michel Rocard. Il faut reconnaître à Michel Rocard les accords de Montego Bay, etc. C'est lui qui est à l'origine. Et Michel Rocard est quelqu'un qui avait vraiment compris cette dimension ultramarine. À partir de 86, effectivement, les lois Pons vont booster les investissements outre-mer. Et ce qui est intéressant d'observer à travers ces dispositifs de défiscalisation qui vont durer comme étant très incitatifs jusqu'en 2009, c'est-à-dire de 1986 à 2009, on va avoir un vrai effort d'investissement réalisé notamment grâce à la défiscalisation. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que finalement, dans ces dispositifs de défiscalisation, tout le monde est gagnant. Malgré tout. Il y a des effets d'aubaine. Il y a quelques intermédiaires qui prennent leur commission au passage.
Mais globalement, tout le monde est gagnant. Le territoire, qui a vu son chômage diminuer de manière importante, même les chômeurs de longue durée, les moins qualifiés, ont eu accès à l'emploi grâce à ces dispositifs. Et puis, les épargnants métropolitains. L'épargne métropolitaine investie outre-mer a bénéficié de 2 effets. Le premier, c'est un effet de défiscalisation lui-même, c'est-à-dire l'absence de paiement d'impôts. Et le deuxième, c'est un rendement très fort de l'investissement. Parce que l'économie ultramarine s'est modernisée. Et en se modernisant, elle a été capable de produire des intérêts qui étaient, des bénéfices qui étaient intéressants pour les gens qui ont épargné. Et donc là, pour moi, la première condition, l'une des conditions pour qu'on réalise ce projet, c'est de retrouver ce lien d'investissement fort entre la métropole, entre le continent et l'outre-mer, en arrêtant de le considérer comme une perfusion. C'est pas une perfusion, c'est un contrat gagnant-gagnant. On peut le gommer, on peut un peu gommer ces dispositifs de leurs effets, on va dire, d'aubaine, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qu'on a fait ces derniers temps. Deuxième élément important, c'est qu'il faut associer les populations. C'est-à-dire qu'il faut que ce projet se fasse avec les ultramarins. Et les métropolitains. Et les métropolitains. Mais j'ai envie de dire, c'est le sujet que j'aborde. La question de la continuité territoriale, c'est la question du lien. C'est-à-dire la question d'une action solidaire des métropolitains et des ultramarins sur un projet qui dépasse le continent métropolitain, le continent européen, et qui dépasse bien entendu nos territoires ultramarins. On peut donner un chiffre à ce moment où tu parles qui me paraît important, nous qui sommes tous des souverainistes en plus, c'est de dire que notre territoire, quand je parle de territoire français, vous l'avez compris, la métropole, quand on parle de la France à l'école, c'est 46e pays du monde. 550 000 km². Mais si on considère, et c'est ce qui est important sur le plan économique, ce que tu as justement rappelé, si on considère le total du territoire français, c'est 13 millions de km², entre 12 millions maritimes et 1 million, puisqu'avec les... savoir si on met l'Antarctique ou pas, enfin bon, en tout cas ça fait à peu près 13 millions de km². Ce qui nous place là au 5e rang ex-aequo avec le Brésil. Mais à la différence de tous les autres pays, c'est que nous on est sur plusieurs continents, on est sur 4 continents. Or, ce territoire français, économique, ce que j'appelle le territoire économique français, petit détail, 92% du territoire est hors d'Europe. Il y a même un peu moins de 8% du territoire français en Europe. Vous me suivez? Certes, il y a 95% de la population, mais quand on parle d'économie, territoire là qu'on va exploiter, 92% est hors d'Europe. Et on continue à avoir les yeux tournés sur Bruxelles, à obéir au diktat de Bruxelles. Et c'est là où on fait fausse route. On fait complètement fausse route. La France doit être un pays indépendant, qui est un pays qui doit prendre nos présidents de la République doivent se lever le matin en se disant « Je suis le président d'une République dont tu as parlé, qui est sur toute la planète, et c'est pas seulement l'Hexagone et la métropole. » Voilà. Pardon, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser, c'est pour ça qu'il faut faire, et j'insisterai là-dessus, avec les ultramarins. Parce que s'il y en a qui sont conscients du fait qu'ils ne sont pas sur le continent européen, c'est bien les ultramarins, les 2,7 millions d'ultramarins. Ce qui est d'ailleurs le paradoxe, c'est que les pauvres Guyanais, ils sont à l'euro, on leur explique qu'ils sont européens. C'est mal à comprendre. Et 2,7 millions de personnes qui sont, je le disais tout à l'heure, qui sont un exemple de ce que la France sait faire, et qui, en plus, de par les origines du peuplement de ces territoires, qui sont multiples, c'est très intéressant, ça. peuvent développer une diplomatie de l'amitié mondiale.
Et cette diplomatie de l'amitié, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que font actuellement nos dirigeants. J'ai assisté en 2014 au sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien. Donc la Commission de l'océan Indien, c'est les pays de l'océan Indien, les îles, on va dire, de l'océan Indien. La Maurice, Il y a l'île Maurice, il y a les Comores, il y a les Seychelles, il y a Madagascar. Et le président de la République est venu sur le territoire 2 heures. Il est venu au sommet 2 heures. L'actuel Le président Actuel. Hollande. Hollande, ancien. Il est venu 2 heures. C'est-à-dire qu'il s'est posé à Moroni, en Grande Comore. Il est allé faire son discours. Il a repris la voiture et il est parti. Quelle diplomatie! Je pensais qu'il avait pris un pédalo là, en partant de Mayotte. Alors, quelle diplomatie on développe en faisant ça? Et en plus, moi j'ai trouvé cette séquence extraordinaire parce que ce jour-là, il s'est fait insulter par le président comorien qui lui a dit que la France n'avait rien à faire à Mayotte. Bien entendu, il n'a pas répondu. Et puis, il a dit une deuxième chose qui est à mon avis significative. Il a dit il faut qu'on exploite le pétrole du canal de Mozambique ensemble. Tout ça donne le sentiment d'une oligarchie qui ne se déplace et qui ne parle qu'en fonction d'intérêts qui sont des intérêts financiers, économiques, et pas en fonction des enjeux humains. Et les enjeux que tu rappelais tout à l'heure comme étant les grands enjeux auxquels l'humanité doit répondre, ce sont d'abord des enjeux humains. Les enjeux de l'accès à la nourriture, les enjeux de l'accès à l'eau, les enjeux à l'énergie. À la santé, ce sont d'abord des enjeux humains. Et ce qui fait que, pour avoir assisté à quelques conseils des ministres de la Commission de l'océan Indien également, j'ai observé que nos représentants, les dirigeants français, l'État français, n'étaient pas crédibles. Il n'était pas crédible parce que il était voire même parfois risible, parce qu'il ne montrait en réalité aucun intérêt pour les peuples avec qui il entendait dialoguer. Et donc, l'enjeu, de mon point de vue, c'est justement d'arriver à développer, à partir des 2,7 millions d'ultramarins, qui, de par leurs origines, sont capables de développer ces liens d'amitié, de créer les liens, les solidarités, qui feront que la France, que le rayonnement de la France dans le monde sera beaucoup plus fort. Et dis-moi, par exemple, toi, quand tu étais à l'école, Oui. comment on t'enseignait la France sur le plan géographique? Alors moi, si tu veux, je suis vraiment la France sur mer, Oui. parce que je suis né à Toulon et d'accord, j'ai grandi à La Réunion. Et, alors, Et mes parents sont réunionnais. Mais alors, Donc, à La voilà. Réunion, à l'école, comment on présente la France? C'est ça qu'on montre ou c'est une carte de l'Hexagone? Non, j'ai envie de dire, on apprend l'histoire de France comme on Non, l'apprendrait. l'histoire, mais je parle de la géographie. La géographie, la géographie, j'ai du mal à en parler. Ouais. Je regardais récemment le bouquin de géo de mon fils de 3e. La Réunion n'était même pas sur la carte. Ah, d'accord. Donc il y a l'Hexagone. Il y a l'Hexagone. L'Hexagone. Voilà. Alors, Ça, c'est une réponse. Justement, au point où nous en sommes, personne n'ignore que en métropole, sur le continent, il y a ignorance vis-à-vis de l'outre-mer, de la France outre-mer, de la France outre-mer. Il y a indifférence, bien souvent, il y a condescendance. Du côté de l'outre-mer, du côté de la France sur mer, il y a des mouvements de mauvaise humeur, il y a des mouvements de révolte, il y a des mouvements qui tendent à la séparation. Et je voudrais vous poser à tous les deux une question. Est-ce que la France est à la hauteur de cette chance, de ce destin, ou est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur? Et est-ce que les territoires, eux, sont à la hauteur de ce que la France leur apporte? Est-ce que l'outre-mer, est-ce que la France sur mer est, comme vous le pensez, une chance immense pour la France? Ou est-ce que c'est, comme le pensent beaucoup de Français, un poids? Est-ce que c'est un atout ou une charge? Alors pour moi, c'est une chance, évidemment.
c'est tout le sens de mon combat, hein. C'est une chance qu'on n'a pas le droit de laisser passer. Mais la réponse à la première question, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, effectivement, si on fait un sondage auprès de l'opinion en métropole, c'est que c'est une charge, c'est que ces gens-là sont des feignants, qui nous coûtent cher, etc. Enfin, je veux dire, c'est des colonies. Il y en a qui vont dire c'est des colonies, donc de toute façon, décolonisation, il faut aller au bout. En fait, c'est ça l'idée. Et parce qu'il n'y a jamais eu un homme politique de premier plan depuis le général de Gaulle qui en a fait vraiment son combat, parce que ça passera par là. Alors, d'abord, il y a une question sous-jacente derrière. C'est est-ce qu'on est français? C'est-à-dire, cette question que tu poses là, on ne se la pose pas pour les habitants de la Creuse, de la Corrèze, de la Lozère. Les Corses se la posent. Les Corses se la posent. Les Corses, pour moi, c'est un modèle parce qu'ils ont... Les Bretons un peu aussi. Pour moi, les Corses, c'est un modèle parce qu'ils sont parvenus à avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Voilà. Et je me dis que finalement, peut-être qu'on devrait faire ça. C'est-à-dire que nous, on se sent tellement français qu'on est respectueux des lois de la République et que finalement, en étant sympa... Et tu parles pour la Réunion. Je parle pour la Réunion, mais aujourd'hui c'est 40% de la population ultramarine, 50% de la population des DOM. Donc on se sent tellement français, tellement respectueux, et on se dit qu'il faut qu'on respecte les lois de la République, que on se dit on va pas, en tout cas pour le moment, aller sur le modèle corse. Mais en même temps, je me dis, quand je regarde les Corses, si on voulait avoir la continuité territoriale comme en Corse, peut-être qu'il faudrait qu'on pose des bombes comme en Corse. Donc peut-être que ça marcherait. Mais la question c'est, est-ce qu'on est français ou pas? C'est ça la première question. Et ce qui est, là je reviens sur l'histoire, les Français de métropole, comme aujourd'hui beaucoup de Français d'outre-mer, comme beaucoup de Réunionnais, sont ignorants de l'histoire. Parce que s'ils savaient l'histoire, ils ne se poseraient pas la question. D'abord, historiquement, on est français avant un certain nombre de territoires. Est-ce que tu sais quelle est la commune française la plus récemment française? La commune de France la plus récemment française? Je ne sais pas, ça doit être en Savoie, quelque chose comme ça, non? Pas en Savoie. C'est dans les Alpes-Maritimes. Tende, 1947. Voilà. Tendez la brigue. Donc, si les gens étaient au fait de l'histoire, ils sauraient qu'en définitive, le peuplement de ces territoires part des Français. On n'est pas dans la colonisation, on n'est pas dans la colonisation de l'Algérie ou dans la colonisation de l'Afrique. Alors c'est un peu moins vrai pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour ce qui est des départements d'outre-mer, on est dans une histoire qui pratiquement commence avec les Français, et où c'est la France qui construit. Et j'ai même envie de dire, et je cite dans mon livre l'histoire de l'esclave Furcy, souvent même c'est la France qui libère. C'est-à-dire dans ce débat qui anime depuis maintenant presque 3 siècles nos territoires, entre indépendance, autonomie, république, la loi de la République, elle est souvent plus libératrice que ne peut l'être la règle spécifique décidée par le pouvoir local. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des territoires éminemment français. En tout cas pour ce qui concerne les départements d'outre-mer. Et que, étant éminemment français, on ne peut pas se poser la question comme tu l'as posé, mais néanmoins il faut y répondre. Et quand on y répond de manière statistique, aujourd'hui, si je prends un territoire comme celui de la Réunion, l'essentiel de notre consommation vient de nos importations. Ça veut dire que les transferts publics qui nous sont envoyés au titre de la solidarité nationale, leur première fonction, leur première utilité, c'est d'acheter des produits qui viennent de métropole. Et donc, comme j'ai envie de dire sur n'importe quel territoire métropolitain, la consommation des Français de la Réunion sert la production. La production, alors, c'est de l'importation chez nous à cause de la comptabilité nationale, de l'octroi de mer et tout ça. Mais on est dans un espace économique qui est intégré malgré tout et en flux. Et ces flux proviennent de la France métropolitaine. Donc, se priver de
des départements d'outre-mer, c'est se priver d'une source d'exportation aussi. Je reprenais l'exemple de la défiscalisation, qui a été le levier le plus massif du développement économique d'un territoire comme celui de La Réunion. Cet argent qui a été investi à La Réunion a été rendu largement aux épargnants métropolitains. Donc il n'y a pas de comment dire de déséquilibre. Et puis dernière chose, par contre il y a un déséquilibre en termes de dépenses publiques par habitant. La dépense publique par habitant outre-mer est bien inférieure à la dépense publique par habitant en France métropolitaine. Et malgré des retards qui sont persistants en matière de santé, en matière d'éducation, d'infrastructure. Et puis maintenant on est dans des territoires qui deviennent très particuliers, puisqu'on a à la fois une problématique de jeunesse importante à traiter, ce qui est aussi un atout, et des problématiques de vieillissement accéléré de la population. Et donc, ça veut dire que nous, on a vraiment besoin d'un projet pour se développer, pour offrir des perspectives et pour rester en mouvement comme on l'a été jusqu'en 2009, grâce au soutien de la solidarité nationale, avec un retour sur investissement très profitable aux métropolitains. Mais c'est sûr que ça demande du temps à expliquer. Ça demande de la pédagogie pour être compris. Tu as dit un truc tout à fait essentiel, mais je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué tout à l'heure. Tu as dit, à mon avis, un truc qui est vraiment essentiel. Tu as dit qu'en gros, il y a La Réunion, c'est 5 religions. Enfin bref, est-ce que le non-dit, c'est que si La Réunion était indépendante, ce serait la guerre civile, non ? Moi, c'est ce que je crois. Non, je pense à la Nouvelle-Calédonie. C'est le problème de la Nouvelle-Calédonie. Il y a deux communautés, quelque part, qui s'affrontent. Et si demain, ils ont une vraie indépendance, il y a un vrai risque, là, qu'il y ait un affrontement. Et c'est la République qui fait que tout ça tient. Ça peut être vrai en métropole aussi, hein, la question de cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment des communautarismes, il faut appelons les choses par leur nom, arrivent à cohabiter, c'est parce qu'il y a cette République. Parce qu'il y a la République et il y a la promesse de la République. Il y a la promesse du creuset républicain. Et effectivement, pour moi, le risque n'est pas neutre, parce qu'on le voit bien, les revendications communautaires sont toujours très, très présentes. Elles existent. Les revendications sur les jours fériés pour les différentes religions, le fait que des gens se retrouvent exclus les amène du marché du travail, les amène à se refermer sur leur culture d'origine. Donc effectivement, on a besoin de la République aussi pour ça. Mais c'est la besoin de République, c'est bien. On a un besoin de République. Comme en France, je pense que vous avez un besoin de République. Je pense simplement qu'on est dans mais je pense que nos histoires en métropole, je pense que finalement l'histoire de la Réunion, parce que je suis réunionnais, c'est c'est comme si vous faisiez un voyage dans le temps. C'est-à-dire que nous avons un creuset qui continue à fonctionner. Et moi, mon impression, c'est que le creuset ici, il ne fonctionne plus. Et il ne fonctionne plus parce que le mouvement du creuset s'est arrêté. Il faut que le creuset tourne. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'assimilation. Et vu de la Réunion, moi, ce que je vois à la Réunion, c'est que ce mouvement, il existe toujours. Mais il est, comme ici, il est en danger. Il est en danger parce que justement, nos dirigeants, qui s'étaient beaucoup intéressés à l'outre-mer, s'y intéressent de moins en moins. Et alors, il y a deux scénarios en fait. Il y a trois scénarios. Le premier, c'est celui de la République triomphante, et donc on reste un exemple. Le deuxième, c'est celui de l'éclatement, parce que la République se retire de manière progressive ou brutalement.
Et le troisième scénario, c'est celui de la République populaire, quoi. C'est-à-dire de la dictature socialiste. Parce que c'est ce à quoi aspirent un certain nombre de dirigeants réunionnais. Alors c'est soit la République populaire, soit ce que je veux dire par là, c'est que on a des dirigeants aujourd'hui outre-mer qui ont compris que la France est en train de se retirer. Et ils font deux choses. La première, c'est de mettre leurs enfants à l'abri, avec l'argent de la République, hein, rassurez-vous, hein, ils arrivent à ponctionner, et puis ils se créent des fortunes personnelles, et mettent leurs enfants à l'abri. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est préparer un pouvoir autonome. Mais un pouvoir autonome, c'est un pouvoir sans les lois de la République. C'est-à-dire c'est un pouvoir qui ne protège pas les plus faibles. Et donc c'est l'accroissement des inégalités, et c'est à terme aussi une nouvelle, une forme d'explosion. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la Corse, et vous savez que M. Barre disait, hein, les Corses, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Et je pense que beaucoup de Français à l'heure actuelle sont un peu dans ce sentiment par rapport à la Corse. Les Corses ont fait ce qu'il fallait d'ailleurs un peu pour créer ce sentiment. J'y viens naturellement, pour créer ce sentiment, mais c'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens. Bon, la Réunion est pour l'instant relativement indemne. Mais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, il y a des forces centrifuges qui sont assez puissantes et qui se fondent en grande partie sur l'indifférence de la France. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, que vous précisiez les choses. Comment faire pour contrer ce sentiment dans les territoires qui ont envie d'échapper à la République, à la domination, ou à l'influence, ou à la communauté française, et comment faire pour que le sentiment des Français vis-à-vis de ces lointains territoires, qui sont pourtant en effet historiquement aussi français ou plus français que d'autres, pour faire en sorte que les Français aient le sentiment que ces territoires font partie vraiment de leur communauté. Alors d'abord, le premier élément de réponse, c'est parce qu'on est français, je pense qu'il n'y a pas de volonté profondément ancrée des ultramarins de se séparer de la France. Je ne parle pas forcément de la Nouvelle-Calédonie, qui est un cas... Dont on ne sait pas, parce que jusque-là, il y a plutôt une majorité qui souhaite... Qui veulent de l'autonomie, c'est une chose. Non, il y en a qui veulent de l'autonomie, ils ne veulent pas ne plus être français. Et c'est ce que va donner le référendum. Il n'est pas dit du tout, et moi j'en ai parlé avec certains amis néo-calédoniens. Ils sont plutôt optimistes sur le fait que, bien sûr, il y aura encore un peu plus d'autonomie, ce qui n'est pas illogique compte tenu de l'éloignement, etc. Pour qu'on n'accorderait pas, si je puis dire, si j'aime pas le terme, mais aux néo-calédoniens le dixième de ce qu'on risque d'accorder à la Corse, ça ne paraît pas illogique. Mais une question, peut-être pour que tu précises une chose. Michel Debré, ça nous intéresse, nos gaullistes, a été longtemps l'élu de la Réunion. Et il a eu des fonctions éminentes. Je rappelle qu'il était Premier ministre, qu'il était ministre de l'économie. Enfin bon, c'était un homme politique de premier rang, très proche du général. Et je ne retiens pas de Michel Debré, justement, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu, une grande ambition pour l'outre-mer, etc. Je me trompe ou pas? Alors, en fait, est-ce que ça a été une bonne chose? Il faut resituer dans l'époque. Mais c'est intéressant de citer Michel Debré à ce stade. Ouais. Pourquoi? Parce que Michel Debré a été appelé par les Réunionnais pour contrer Paul Vergès. Oui, Vergès, grande figure communiste. Paul Vergès qui devient autonomiste ou indépendantiste en 1959 et qui est l'héritier de son père, Raymond Vergès, qui était le leader de la section du Parti communiste français, qui a fait la départementalisation. C'est intéressant de voir que le fils d'un des pères de la départementalisation, c'est-à-dire l'un des pères de l'ancrage de la Réunion dans la République, devient le fer de lance de l'autonomie. Pourquoi? Pour répondre à ta question. Parce que entre 1946, date du vote de la loi de départementalisation, et 1962, date de l'arrivée de Michel Debré à La Réunion, il ne se passe rien. La République ne tient pas à ses promesses.
Et donc, voilà une promesse qui a été faite en 1946, qui ne porte pas ses fruits, et sur lesquels l'idée autonomiste va prospérer. C'est-à-dire que c'est à partir du moment... on n'est pas dans d'une génération spontanée. Toute l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'un attachement indéfectible à la France. Par contre, il y a un mouvement autonomiste, voire indépendantiste, qui se crée à partir du moment où la conscience du fait que la France ne s'occupe pas ou délaisse le territoire est suffisamment importante. Et donc, il faudra l'arrivée de Michel Debré pour contrer. Parce que c'était le seul moyen d'affirmer que la France était bien présente dans le territoire. Et moi, j'ai relu une partie de l'histoire de Michel Debré à cette époque. Michel Debré, qui a pourtant été Premier ministre à plusieurs reprises, en même temps qu'il était député, a eu toutes les difficultés du monde. Il a fallu qu'il se batte pour sortir la Réunion de la pauvreté dans laquelle elle était. Il faut prendre conscience du fait que la Réunion, en 1960, elle est dans un état, dans l'état d'un pays du tiers-monde, dénutri, où les enfants sont dénutris. La métropole aussi n'était pas très très bien en 58. Hein. Oui, ouais. Mais nous on arrive en 62. Nous on va commencer à s'occuper. On va s'occuper de nous. On commence à s'occuper de nous en 62. Et donc ce qu'a fait Michel Debré, c'est d'amener c'est de sortir la Réunion de la pauvreté. Donc j'ai envie de dire l'enjeu du moment. C'était ça. C'était ça. Et donc pour revenir à ta question, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait de sentiment profondément ancré. Il y a une réponse ou pas, il y a un retour ou pas de considération de la solidarité, de la nation. Quand le général de Gaulle est venu en 1959, il a fait un des plus grands rassemblements que jamais un chef d'État, bien sûr, ait fait à La Réunion, et que personne n'a jamais fait depuis. Parce qu'il y avait une identification dans cette, de la population réunionnaise, du patriotisme réunionnais dans cet homme. Dominique, moi je voudrais rebondir sur la question, parce que la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire. Moi je reste sur l'idée d'un grand plan. Le plan. On a abandonné le plan d'ailleurs. Mais d'un grand plan maire, qui est un plan politique majeur. Ça veut dire que c'est demain, l'idée c'est qu'on ait un chef d'État qui dise maintenant, la priorité c'est, pardon, mais l'Empire français. C'est pas un gros mot. J'en ai marre qu'on me dise, quand j'ai fait le bouquin, l'éditeur, j'avais mis France-sur-Mer, l'Empire oublié, on nous a fait corriger. On dit, oh là là, on peut pas écrire ça. Et j'ai dit, mais ouvrons à Larousse. Empire, c'est des territoires dispersés sous la même autorité. Que je sache, il y a des gendarmes à La Réunion, des gendarmes en Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc je veux dire, c'est un empire. Je suis désolé, on ne va pas s'excuser. Bon, donc c'est un empire. Il faut qu'on ait une politique impériale, à partir de là. Donc un plan maire. Plan maire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tous les niveaux, à commencer par l'école, à commencer par nos bulletins météo sur nos grandes chaînes nationales, quand on présente la France, c'est ça. La France, c'est ça. C'est pas l'Hexagone. Déjà, c'est une façon d'honorer, de mettre à égalité tous les Français, où qu'ils soient. C'est déjà la première chose. Mine de rien, ça on peut le faire demain, c'est une décision politique, c'est très facile à faire. Mais c'est une volonté, il faut qu'il y ait une volonté. Ensuite, ce plan, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va mettre les moyens, et on a des moyens. On est un pays richissime. Comme je dis, vu le nombre de ronds-points qu'on est capable de financer chaque année, on pourrait peut-être, plutôt que de faire des ronds-points qui ne servent à rien ou des ralentisseurs, l'orienter sur autre chose, qui soit productif, ce que j'appelle le plan maire. Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire multiplier par 10 le budget d'Ifremer. Ifremer est un outil fabuleux. Fabuleux. On a la chance, mais aujourd'hui, on lui enlève ses moyens. Et on va faire participer les Français. J'ai donné plusieurs pistes, y compris l'or qui peut être récupéré, qui est dans vos tiroirs, qui ne sert à rien. On va le mettre pour l'économie.
On peut lancer aussi un emprunt d'ailleurs, en l'occurrence. On l'a fait pour d'autres choses qui ont été moins utiles. Et donc on va mettre les moyens sur l'Ifremer. Tout ce qui est recherche et développement pour aider les entreprises dont on a parlé. Et au lieu de laisser nos fleurons comme Technip, comme CGG, comme Vallourec, etc., être aujourd'hui sous la coupe souvent d'intérêts étrangers, il faut capitaliser. Ça passe aussi par l'actionnariat salarié, ce que De Gaulle avait préconisé avec la participation, l'association Capital Travail, qu'on met au service de tout ce qui est industrie liée à la mer. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Il ne faut pas lâcher et en faire un grand projet national. À partir de là, ça veut dire que ça va profiter, c'est reconnaissance d'une France planétaire, tous les Français considérés de la même manière, qu'ils soient en Guyane, qu'ils soient à La Réunion ou qu'ils soient à Paris, et c'est mettre les moyens de notre économie prioritaire, comme on a su le faire dans d'autres domaines, prioritaire sur tout ce qui est lié à l'exploitation des océans. Et à ce moment-là, l'outre-mer sera évidemment bénéficiaire. On sait que, par exemple, on a parlé des fermes aquacoles. On n'aide pas aujourd'hui Mayotte. Je sais qu'ils ont des soucis, par exemple. On s'en fiche complètement. Les ports qu'il faut... Tu as parlé des ports à juste titre. Aujourd'hui, on a parlé... Qu'est-ce qu'a fait le Premier ministre, qui d'ailleurs est plutôt quelqu'un qui est ouvert sur les questions maritimes. Mais il s'occupe du Havre, évidemment. Et je ne l'ai pas entendu dire le grand plan portuaire, que ça allait jusque... Hulot a annoncé hier une grande consultation nationale sur la mer. Oui, sur le littoral de l'Hexagone. Et il a oublié qu'on a aussi l'outre-mer. Donc je veux dire, tout ça, il y a une volonté politique, on peut le faire. C'est pas compliqué, mais il faut une volonté politique. Donc le plan, il est là, Dominique. Juste, moi, je rajouterais très concrètement une vraie continuité territoriale avec l'outre-mer. Alors, on va nous dire tout de suite, ça coûte cher. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le prix d'un billet d'avion pour la Réunion, vous avez la moitié qui est en taxes et en surcharge carburant. Alors la surcharge carburant, c'est un truc magnifique pour les compagnies aériennes. C'est pour la sécurité. Non, pas du tout. La surcharge carburant, c'est une ponction qui est faite sur le voyageur, qui a été imaginée au moment où le prix du pétrole augmentait. Et bien entendu, à partir du moment où le prix du pétrole diminue, la surcharge carburant, elle bouge pas. Actuellement, à l'heure où je vous parle, le billet d'avion pour la Réunion est inférieur à 500 €. Et la part qui revient à la compagnie, on va dire, la part qui apparaît comme venant rémunérer l'exploitation, elle est à 270-280 €. Ça veut dire que moi je crois que dans le cadre d'un système de concurrence régulée, c'est-à-dire dans le cadre d'une vraie délégation de services publics, il est possible de mettre en concurrence les compagnies aériennes et de s'assurer d'un coût qui soit acceptable et qui permette finalement d'entretenir en permanence ce lien entre les métropolitains et les ultramarins. C'est parce que les gens se verront, se rencontreront, iront les uns chez les autres. Et sur le plan touristique, notamment. Et sur le plan touristique notamment, qu'on répondra à cette question loin des yeux, loin du cœur. Donc il faut se rapprocher. Et pour se rapprocher, moi je suis persuadé qu'on peut mettre en place une vraie continuité. Il faut deux choses. Il faut la volonté politique de le faire. Et donc la deuxième chose qui va avec, c'est-à-dire la volonté de remettre en cause des situations de monopole. La Réunion, je vais vous le dire, la Réunion est bloquée parce que la stratégie politique de la région n'est pas une stratégie qui vise à utiliser Air Austral pour désenclaver la Réunion, mais qui vise à utiliser l'impôt local pour financer Air Austral. Donc dans ces conditions, on ne peut pas faire de désenclavement. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'autres dirigeants aussi en région.
Mais peu importe, c'est possible. Et si on le fait, on renforcera le mouvement. Et alors, si vous me permettez une question pour élargir un peu l'horizon, vous dites la France, première puissance maritime, premier domaine maritime. Premier domaine maritime. En effet, il y a une distorsion entre l'importance et le poids de l'Hexagone par rapport au reste du monde et ce domaine maritime immense. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un désir français, gouvernemental et national, de garder ce domaine immense suffisamment fort pour s'opposer à la volonté ou au désir qu'ont un certain nombre de puissances extérieures de mettre la main sur une partie de ce domaine? C'est l'enjeu. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, alors, si on essaye d'être objectif, on est devenu en 2015, c'est très récent, le premier domaine maritime mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le plateau continental. Les pays ont été invités, qui avaient un domaine maritime, à demander une extension. Alors, il y a eu des longues études, etc. C'est ce qu'on appelle le plateau. Voilà. Et on a obtenu 500 000 km² de plus. Alors, ça n'a pas tout à fait la même valeur. Enfin, c'est des problèmes juridiques, je n'entre pas dedans, c'est un peu compliqué. Mais bref, on a obtenu 500 000 km² de plus, alors qu'on avait 300 000 km² de moins que les Américains. Mais les Américains, eux, ils n'ont rien revendiqué. D'ailleurs, ils n'ont pas signé les fameux accords de Montego Bay. Donc ils sont un peu en dehors du système. Donc on est devenu effectivement le premier domaine. Donc on pourrait se dire, il y a une vraie volonté politique, puisqu'on continue aussi en Polynésie et autres. Peut-être que demain on va encore passer à 1 million de kilomètres carrés de plus. D'autres, appelons ça territorial, en tout cas le domaine maritime français. Ça c'est le bon côté de c'est la bouteille à moitié pleine. La bouteille à moitié vide, c'est qu'effectivement, tous les jours on se rencontre. On va prendre un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de Clipperton. Clipperton, c'est un îlot de 2 km² complètement perdu dans le Pacifique français. Ça nous vaut 450 000 km² de territoire maritime. Par comparaison, l'Hexagone nous donne 350 000 km². D'accord? Bon, Clipperton, on se bat. Mon ami Folliot, d'ailleurs, y est allé. C'est le seul parlementaire qui est allé là-bas. On se bat pour essayer d'y monter quelque chose, de l'occuper, ne serait-ce. Parce qu'aujourd'hui, on passe un bateau tous les 6 mois, c'est tout. Et entre-temps, les Mexicains ont occupé le terrain pour, notamment, les ressources halieutiques. Il y a du thon, il y a tout, c'est extraordinaire. Et Chirac a complètement laissé tomber, ils font ça gratos. Normalement, on pourrait leur dire, bon ok, vous avez le droit de pêcher chez nous, mais il y a une redevance. Pas du tout. Et on vient de re-signer, pour répondre à votre question, on vient de re-signer tout récemment, malgré les revendications de l'ami Folliot, à nouveau, on a re-signé pour 10 ans en disant à un Mexicain, allez-y, continuez. Donc ce qui veut dire qu'on ne marque pas, et ça c'est un problème politique, on ne marque pas notre territoire. Donc c'est vrai que ça ouvre la porte, les Mexicains, ils disent, même nous, Clipperton, c'est chez nous. Et un jour, ils vont l'obtenir. Si on ne se bat pas, ils vont l'obtenir. Maurice voulait partager certains... Tromelin, c'est l'affaire de Tromelin, c'est Folliot qui s'est opposé, mais c'est pas dit qu'on va finir. On a réussi à repousser. Il y a un accord que Chirac, probablement, un jour où il était en vacances à l'île Maurice, qui a dit ah bah oui, pas de problème, Tromelin, on n'en a rien à faire, on partage. Qu'est-ce que ça veut dire, un partage de souveraineté? Et Chirac avait donné l'accord. Sauf qu'il y a eu un député qui a dit on ne signe pas. Et on a réussi, effectivement, parce qu'entre-temps c'était les socialistes, à faire que ce ne soit pas signé. Mais c'est dingue. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, non, il n'y a aucune volonté. En tout cas, moi je vais parler pour la Réunion et pour Mayotte, qui sont les deux territoires que je connais le mieux. Aujourd'hui, Mayotte, le fait d'être français, d'avoir choisi d'être département, ça lui coûte plus que ça lui rapporte. C'est-à-dire que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai dîné avec un copain mahorais. Il me dit, avant la départementalisation, avec mon revenu, je devais faire vivre les 2 bouches de ma famille. Depuis la départementalisation, j'ai une 3e bouche à nourrir, c'est l'État français. C'est vrai en métropole, hein. Tu peux lui dire que c'est vrai en métropole. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'adhésion des Mahorais à la République, c'est aujourd'hui 100% pratiquement des devoirs
et c'est très peu de droits. Donc la notion de dépendance, je pense qu'elle ne rentre pas en ligne de compte. Ils sont devenus français parce qu'ils voulaient s'émanciper du joug comorien. C'est ça leur projet politique. Et donc c'est par amour de la liberté qu'ils sont devenus français. Et ça se respecte, ça se considère. Pour ce qui est de la Réunion, l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'une île qui, à chaque fois qu'elle a été délaissée dans l'histoire par la France. Et elle a été délaissée à bien nombreuses reprises. Et dans des moments très difficiles. Eh ben, on a développé notre système D à nous. Donc, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, mais jamais, à aucun moment, on a remis en cause notre attachement. Parce que l'histoire de notre peuplement, enfin, je veux dire, me poser la question à moi, est-ce que je suis français ? Pour moi, c'est une insulte. Donc, même si demain, je devais, la France devait, la nation devait cesser d'être solidaire, je pense que je me sentirais toujours français. Je pense qu'il y a quelque chose entre la Réunion et la France qui ressemble au lien qu'il y a entre le Québec et la France. C'est-à-dire qu'un vrai sentiment d'appartenance à une même communauté, et qui finalement au Québec s'est transformé un petit peu en détestation parce qu'on a été, ils se sont sentis abandonnés. C'est-à-dire que la question que les Français doivent se poser, c'est est-ce qu'ils abandonneraient leurs frères, leurs sœurs ? On est frères et sœurs. On n'est pas cousins, on est frères et sœurs. Et j'ai envie de dire que depuis la départementalisation, ce lien de fraternité, il s'est encore renforcé, malgré tout. Combien de fois je viens à Paris, je croise des gens, des métropolitains qui connaissent la Réunion. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une question de dépendance. Vraiment, c'est pas une question de dépendance financière. On n'est pas là-dedans. Toute notre histoire est un démenti, à ça. Mais c'est pour ça que moi je suis intimement convaincu que si un jour il y a indépendance de ces territoires, cette indépendance, elle sera décidée depuis Paris. Elle sera impulsée depuis Paris. Moi, je l'ai vu dans le cas des États généraux de l'Outre-mer, en 2009. En 2009, il y a une revendication qui est une revendication sociale. Sociale des Antillais, sociale des Réunionnais, sociale des Guyanais, qui disent on n'en peut plus de vivre sous le joug d'économies qui sont des économies post-coloniales, féodales, où finalement les lois de la République où les principes républicains ne s'appliquent pas de la même manière. D'accord ? Et la réponse qu'on a du gouvernement central, tu disais besoin de République. Du gouvernement central, de Sarkozy et d'un de ses alliés, j'ai oublié son nom mais je le cite dans le bouquin, Caram, Patrick Caram. Sa réponse c'est « on va vous consulter sur l'autonomie ». C'est pas la revendication de Damota aux Antilles. D'ailleurs, il dira lui-même à Patrick Caram que c'est pas la question qui était posée. Et Caram lui dit dans une émission de télévision que je relate dans un autre bouquin, mais je comprends pas pourquoi on est prêt à vous la donner, pourquoi vous la prenez pas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire on est dans une relation économique, financière. On n'est pas dans une relation économique et financière. On est dans une relation historique, culturelle, républicaine. D'autres questions ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les articles 73 et 74 de la Constitution qui accordent un statut spécial ? On en a parlé à propos de la Corse qui, cette fois-ci, la Corse vous envie là-dessus, oui, parce qu'elle dépend de l'article 72 de la Constitution. Moi, je pense qu'il faut réagir sur la question de l'outre-mer comme nous réagissons nous-mêmes en tant que souverainistes par rapport à l'Europe. Nous sommes Européens. Nous sommes conscients, et c'était la volonté du général de Gaulle, qu'il doit y avoir une communauté européenne. Mais de Gaulle avait fixé une ligne, c'est-à-dire qu'on ne dépassait pas en termes d'abandon de souveraineté.
C'est-à-dire qu'on doit être clair sur ce à quoi on ne touchera absolument pas en matière de souveraineté, par exemple la monnaie, la défense, les affaires étrangères, la justice, hein, et ce que, au contraire, dans le cadre d'une communauté bien pensée, un ensemble de paix, un ensemble économique, ce qui peut être partagé. Et je pense que, avec, y compris l'ensemble de nos départements, et je mets la Corse dedans d'ailleurs, voire d'autres départements, qui ont pour certains, on pense à l'Alsace, demain ça peut être la Bretagne, qui ont des statuts particuliers pour des raisons qui se justifient. Toutes nos îles d'ailleurs ont des... Moi j'ai connu dans certaines îles, l'île de Ré, etc., il y a des statuts particuliers au niveau de ces communes. Donc il y a une part d'abandon de souveraineté de la République, si je puis dire, ou de partage. Et je pense qu'il faut qu'on raisonne de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a la République une et indivisible, mais on définit ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas divisible, et tout le reste qui peut l'être. Et à partir de là, il faut tenir compte des particularités locales, de l'éloignement, d'un certain nombre de choses. Par exemple, il est évident que nos amis de Wallis et Futuna, ils doivent avoir en matière, j'allais dire, entre guillemets, de politique étrangère, des liens évidemment particuliers avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Et ils ne doivent pas demander nécessairement à Paris pour un certain nombre de choses, ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, je pense que c'est compliqué, c'est complexe, mais il faut ouvrir la porte. Et en même temps, il faut bien fixer les règles. Parce que sinon, effectivement, les gens ne savent pas très bien. C'est ce qui s'est passé pour l'Europe, c'est qu'on a ouvert la porte, et on se retrouve avec monnaie commune, une cour de justice européenne, un truc qui fait que les Français ne s'y retrouvent plus. Alors, moi, je serais plus dans la nuance sur ce point. Je pense que la Constitution de 1958, c'est une Constitution qui est équilibrée. Parce que au moment où elle est rédigée, elle distingue bien justement l'outre-mer qui dépend du 73 et l'outre-mer qui dépend du 74. L'article 73 pose comme principe l'assimilation législative, et l'article 74 pose pour principe la distinction. C'est-à-dire que dans un certain nombre de nos territoires, aujourd'hui, c'est le Parlement du territoire qui fait la loi, une partie de la loi. Et pour ce qui est des départements d'outre-mer, c'est la loi de la République qui s'applique, sauf décision du Parlement national de l'adapter. Derrière ça, il y a quoi ? Il y a des projets politiques, effectivement, parce que je pense que ce qui est à la base, c'est le projet politique qu'on hérite finalement d'une histoire, et cette histoire, elle est particulière. Elle est particulière en Polynésie, elle est particulière en Nouvelle-Calédonie, elle est particulière à La Réunion, elle est particulière à Mayotte, elle est particulière aux Antilles. Et derrière cette histoire, il y a effectivement, une identité plus ou moins républicaine, une identité plus ou moins forte, un attachement plus ou moins fort à la nation. Et finalement, l'article 74, la Constitution 58, a permis déjà de prendre en compte ces différentes aspirations. Ce qui s'est passé depuis 1958, c'est une adaptation de la Constitution par Jacques Chirac en 2003, qui a ouvert la possibilité pour les départements d'outre-mer de prendre des lois et des règlements dits pays, mais sous le contrôle, malgré tout, de la représentation nationale. C'est-à-dire qu'il faut une habilitation du gouvernement quand il s'agit de règlement, une habilitation du législateur quand il s'agit de loi. On observe que depuis 2003, ces possibilités d'adaptation ont été très peu utilisées, voire pas utilisées du tout. Et qu'il n'y a eu que quelques projets posés sur la table
par les Antillais. Mais s'ils n'ont pas été posés sur la table par les Antillais, c'est aussi l'expression, de mon point de vue, d'une aspiration des populations à rester dans le droit, dans la loi républicaine. Sachant que cette loi républicaine n'empêche pas d'adapter. Toutes les lois de défiscalisation, ce sont des lois d'exception. Toutes les lois de, par exemple, le maintien de l'octroi de mer sur notre territoire, c'est une loi d'exception. Les exonérations de charges sociales, la loi Perben, que tu dois connaître, c'est une loi d'exception. Donc l'Assemblée nationale, le Parlement, peut décider des adaptations. Ce que je veux dire par là, c'est que l'adaptation n'est pas interdite par la Constitution. Par contre, je trouve pour ma part très sécurisant que l'adaptation ne soit pas décidée par une assemblée locale qui peut changer d'opinion pratiquement à chaque fois qu'elle se réunit, c'est-à-dire, tous les 4 fois par an, d'accord ? Parce que ce que j'ai retenu, ce que j'ai retenu de l'engagement de Debré pour la Réunion et de son héritage, c'est celui que le développement économique se fonde sur la stabilité politique. Et que nos territoires, pour se développer, ils ont besoin de stabilité politique. Et le cadre actuel est très sécurisant, permet de stabiliser, permet de drainer l'épargne, permet d'ouvrir des perspectives à notre jeunesse. Donc, moi, j'ai pas envie de changer grand-chose à quelque chose qui plutôt fonctionne et de pas donner de pas ouvrir une boîte. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on peut remarquer d'ailleurs, pardon Dominique, que nos ex-colonies, je pense à pays africains, ont conservé des liens très étroits sur le plan monétaire, puisque c'est la Banque de France qui gage le franc CFA, qui est toujours utilisé comme monnaie pour les économies africaines, et je pense que ça leur rend service. Pardon. Oui, une dernière question. Combien d'ultramarins vivent en métropole ? Où sait-on ? J'aurais peur de dire une bêtise. Je ne connais pas le chiffre, mais je crois qu'on doit être... Je pense qu'il y en a à peu près autant Il y en a à peu près 3 millions. Oui. Oui, c'est ça, je pense qu'il y en a autant qui vivent en métropole que ceux qui vivent en dehors. Ouais. Et combien de métropolitains outre-mer ? Je pense moins. Moi, j'aime pas trop ces statistiques. Oui, il faut savoir aussi. Oui, parce que. Parce qu'en fait. S'il y a autant d'ultramarins qui vivent en métropole. Oui, mais qu'est-ce qu'on définit ? Parce qu'une fois qu'ils sont en métropole, ils sont plus ultramarins, je veux dire. Et celui qui va je vais te dire, il est toujours français, c'est compliqué. De cette statistique. C'est plutôt l'échange. C'est que moi, au titre des statistiques, je suis considéré à La Réunion comme un métropolitain. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une question plus spécifique concernant la culture. Est-ce que vous êtes enclavé également à ce domaine-là ? Est-ce que par exemple vous avez régulièrement des tournées de la Comédie Française ou autre ? Est-ce que vous avez à La Réunion au moins une scène nationale ? Comment ça se passe ? Alors on n'a pas de scène nationale. La réponse est claire et nette, il n'y en a pas. Pas un théâtre national, ça oui. mais au moins une scène nationale. Non, on a des théâtres départementaux qui font venir des troupes. Mais en nombre insuffisant, c'est certain. Des troupes de métropole ? Des troupes de métropole, mais pas que. Mais je veux dire, sur le plan culturel, on est enclavé. La réponse est oui. Et l'enjeu, c'est de développer des projets. Je ne sais pas si tu connais le projet Demos, par exemple. Non. Alors, ce sont des projets de démocratisation d'accès à la culture. Il faut vraiment qu'on arrive à développer ce type de projet. Pour éviter justement de se retrouver à se refermer sur notre propre nombril. Il faut un équilibre, il faut les deux, il faut développer nos particularités, notre culture, parce que nous en avons une, celle que nous construisons, j'ai envie de dire tous les jours, grâce au creuset républicain, et qui est issu et qui forme un melting pot qui est vraiment riche. Mais on a aussi besoin d'ouverture, et de davantage d'ouverture pour pouvoir se comparer et progresser. Si vous vous sentez français, comme tu l'as dit si souvent au début, votre culture, elle est d'une part spécifique à La Réunion, mais d'autre part et principalement spécifique à la France. Elle est une composante de la culture française.
Elle est une composante de la culture française. D'accord. Elle est une composante de la culture française. Mais oui, parce que ce qui caractérise notre pays, c'est la diversité. Ce qui caractérise. C'est pour ça que je dis, on caractérise la Réunion par la diversité. Mais si je regarde la France, le pays a combien de fromages ? 360 fromages. 360 fromages. 360 fromages, 36 700 communes. 34 500 maintenant. Oui. 34 500. Bon, mais c'est quand même beaucoup. Mais moi, j'ai pas envie qu'on touche à ça, parce que c'est ça qui fait la richesse du pays, c'est sa diversité. Oui, mais on a Et donc, on entendu exprime la même parler diversité. au moins, là-bas, quand même. Ben oui, quand même, bien sûr. Non, le problème de l'accès à la culture à La Réunion, c'est le problème de la continuité territoriale, c'est le problème du coût. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire venir une troupe, Ah, voilà. à partir du moment où on veut faire venir des gens et du matériel, ça coûte très cher. Et donc forcément, on ne fait pas venir si ça coûte très cher. C'est le problème de la Coupe de France de football où on fait. Et c'est la fédération qui subventionne les équipes qui viennent jouer ou qui se déplacent sur les premiers tours. Bien. Peut-être une étape du Tour de France à La Réunion serait pas mal. Oui, on y avait pensé. Merci Dominique. Bien. Moi, je voulais Nous vous remercier. vous remercions d'être venu, de tout ce que vous avez dit. Merci.